أزول في سون نظام مازال نزارنو الضرورة ند مسلاي أساقيا فطاسن تمثال ليك شغلنا هذه مازال عند تمزغة هاد المسلاي أقول رشيد الفكرة أزول فلاش رشيد ديك قد شنا كنت دوفليني مازال عند كذي لأوروبا فرنسا هاد المسلاي فريف هاد المسلاي فلازواد فطاسن التمثال ما تبغي غاد نجي كثا مغلي غاف تمزغة ما قبل نروح على الريف كان يديني هذا شو تمغلينش غاف تمليلي في ديلان ديال الجزائر والسناقي راه قالن لازواد لو MNLA ils se sont réunis à Alger, ils essaient de faire une plateforme pour discuter avec le gouvernement malien. Est-ce que vous pensez que c'est le moment justement d'aller négocier l'Azawad et le Mali? Est-ce que c'est le moment de négocier ou pas du tout? Pour répondre à ta question, oui, je pense que la négociation politique est une étape importante, un processus important dans le cadre politique, c'est-à-dire qui est pour l'Azawad, dans le cadre de l'Azawad, c'était d'obtenir sa liberté, d'obtenir sa dignité, et tout cela, ça participe en fait ce genre de rencontre, de réunion avec les puissances régionales, ça participe de cette quête de la liberté. Que ce soit dans le cadre, c'est-à-dire que des réunions que ça passe en Algérie ou au Maroc ou un peu partout dans les pays limitrophes. Je pense que est-ce qu'il n'y a pas peur, encore une fois, que Samazir, c'est l'Azawad qui va perdre et qui va en pâtir de ces discussions? Ça c'est certain. Moi je dis d'un côté, politiquement parlant, ce genre de réunion, ce genre de négociation, ce genre de tournée régionale pour mettre au courant les pays limitrophes de la situation de l'Azawad, c'est quelque chose de positif, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une mise en garde contre ce genre de récupération. Parce que aussi bien le pouvoir algérien que le pouvoir marocain, ils essayent c'est-à-dire de récupérer chacun de son côté les bénéfices de cette... chacun veut se montrer en fait en tant que acteur régional important dont on ne peut pas se passer. Donc, mais on a l'impression que vous, dans votre collectif, il y a d'autres associations aussi qui y travaillent, on a l'impression qu'on n'arrive pas à mobiliser pour l'Azawad. Pourquoi? On n'arrive pas à mobiliser l'Azawad. Si on a, enfin, par le passé, le collectif des Amazirs en France, on a fait, dans ce cadre-là, on a fait pas mal de manifestations, que ce soit devant l'Assemblée nationale ou que ce soit sur la place de la République. On essaie on consacre beaucoup d'efforts pour rassembler autour de cette cause qui est une cause qui touche tous les Amazirs. Ça les touche parce que là on voit des Berbères qui luttent pour leur liberté. Je pense que ça c'est notre cause, c'est-à-dire cette liberté et tous les Amazirs sont concernés. Mais effectivement, pourquoi? Ça c'est une question que je ne peux pas vous répondre de façon absolue et de façon tranchée. Pourquoi? Quelle est la raison? Il y a des raisons, il y a pas mal de raisons. Mais c'est pareil pour la Libye, on a l'impression que le mouvement s'essouffle. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Ils n'arrivent pas à introduire Tamazir dans la Constitution. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment sécuritaires. Il y a une instabilité politique, mais en même temps, on a l'impression que les Amazirs sont un peu fatigués, ou bien ils se taisent, ils sont là, ils attendent, ils ne baissent pas les bras. Moi, je dirais aussi bien dans le cadre de l'Azawad que dans le cadre de la Libye, il y a une espèce de démobilisation générale, parce qu'on n'a pas de stratégie d'ensemble dans laquelle doivent s'inscrire ces militants et leurs actions. Je pense que ça, il faut le revoir de façon plus claire. Et c'est qui doit... Parce que déjà, il y a des associations, il y a des organismes, des ONG qui travaillent sur le même sujet. Donc là, il y a une espèce de fragmentation de tous les efforts. Alors que, bon, dans ce genre de... je pense que tous les Amazirs sont pour la constitutionnalisation des Amazirs en Libye. Mais je ne pense pas qu'il y a une seule stratégie Il y a différentes stratégies, il y a des stratégies associatives, des stratégies des ONG locales et régionales. Il y a des militants qui ne font pas partie d'aucune association, mais qui montrent un intérêt, qui montrent une espèce de volonté, qui montrent une espèce d'engouement pour cela. Mais il y a la démobilisation et il y a la fragmentation des Et puis un autre point aussi, en Algérie, le gouvernement est en train de discuter la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle avec l'opposition.
Le Premier ministre a été clair, pas d'officialisation de Tamazirt. Vous déplorez, j'imagine? Bien sûr, je déplore parce que et là, ça ne m'étonne pas que le Tamazirt soit une langue nationale, une langue officielle. Que le fait de dire ça, c'est quelque chose de positif, mais dans le cadre, que ce soit dans le cadre algérien ou dans le cadre marocain, ça restera toujours des effets c'est de la publicité. Des effets d'annonce, ouais, des effets d'annonce. Voilà, c'est pour juste le cadre électoral, pour les élections qui ont les dernières élections. Je pense que ça, c'est le sentiment de la plupart des militants qui voient plus loin que les choses, qui voient à long terme. Et avant les élections, on avait compris que c'était juste pour voilà, c'est juste pour l'effet d'annonce, c'est juste pour montrer voilà, quand il y a l'État, le pouvoir, les partis politiques ont de l'intérêt pour que Tamazirt soit officiel, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va être réalisable au moins à court terme. Donc, voilà. Et au Maroc, donc Tamazirt a été officialisé. Est-ce que dans la réalité, sur le terrain, franchement, est-ce qu'il y a une différence entre au moment où elle a été négligée, combattue, au moment où elle est devenue officielle? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous ressentez comme une différence au Maroc? Mais différence, oui, pour ne pas être pessimiste, mais j'allais dire oui, effectivement, il y a des différences, mais des différences en fait superficielles. Nous, on veut plus que ça. On veut, parce que Tamazirt, c'est pas seulement le combat identitaire, c'est un combat qui est en soi un combat politique, économique, un combat culturel, un combat qui embrasse tous les aspects de la société. Je ne pense pas que aujourd'hui, en 2014, là on est en juin 2014, je ne pense pas que ça soit. C'est à l'attente ce qui se passe, c'est-à-dire la scène politique, la scène culturelle, la scène marocaine, que ce soit à la hauteur de ce qu'espèrent les militants. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Déjà en termes de bon, là, on a dit que Tamazirt est constitutionnalisé. Il est dans la Constitution au même titre que l'arabe, d'accord? Mais là, on attend toujours en fait cette fameuse loi organique qui doit mettre en application cette disposition dans la constitutionnelle. Et qu'est-ce qui bloque pour qu'il y ait cette loi? Qu'est-ce qui bloque simplement, ça tout le monde le sait, c'est que les partis au pouvoir ne veulent en aucune façon que ça soit constitutionnalisé dans les faits, cette langue tamazirt, la rendre autant visible que l'arabe. Et dans le Rif, par exemple, il y a pas mal de témoins. Je pense que dans toutes les régions, il y a toujours, à l'administration, on empêche toujours les gens de s'exprimer dans leur langue propre, dans leur langue natale, leur langue maternelle, qui est tamazirt. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que, normalement, ça doit donner l'effet inverse, à savoir que aussi bien les administrateurs, les responsables administratifs ou les administrations, de toutes les administrations, les gens, aussi bien les arabophones que les amazighnophones, doivent apprendre, doivent exercer librement cette… Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'IRCAM? L'IRCAM, c'est une institution de l'État marocain, c'est l'Institut royal, donc ça appartient c'est le patronage du roi. Donc, c'est un institut qui joue son rôle, à savoir celui de la standardisation, celui de création des manuels, mais de l'autre côté, je ne pense pas qu'il ira plus loin que ce qu'attendent, voilà, la mission qui lui a été assignée. Il joue un rôle, mais je ne pense pas que tous les militants soient contents de cet institut, parce qu'il reste en deçà des attentes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'institut a pour mission de standardiser d'abord, ensuite créer des manuels, ensuite propager, vulgariser Tamazirt, créer une espèce de pédagogie, former les instituteurs, généraliser Tamazirt dans faire des pressions sur les autres ministères pour sur les autres ministères et en général sur l'État marocain pour qu'ils puissent généraliser l'enseignement de Tamazirt à toutes les écoles, qu'ils soient arabophones ou amazighnophones, tous les Marocains sont concernés parce que c'est ça, Tamazirt est la langue de tous les Marocains. Tous les Marocains sont concernés. Et donc, Et puis j'ai l'impression, en parlant avec des Marocains, j'ai l'impression de voir à peu près le même exemple algérien en fait. J'ai l'impression qu'il y a comment j'allais dire, vous entendez pas assez entre les Rifins, les Chlouh, il y a toujours ce truc, les Amazirs, les Sous, d'où ça vient ça? Pourquoi il n'y a pas une union pour travailler pour Tamazirt? À chaque fois que je parle avec quelqu'un, il me dit oh les Rifins, l'autre il me dit oh les Chlouh. D'où ça vient ça? C'est la politique divisée pour régner qui perdure?
Oui, en quelque sorte, parce que bon, qu'est-ce que c'est que le Maroc? Parce que je pense que bon, les Marocains, je pense que c'est une union fictive pour le moment. Être marocain, ça n'existe pas. C'est juste, ça n'existe que dans les, dans les discours. Et là, pour te répondre, oui, je pense que c'est une culture qui date de longtemps où l'on essaye de diviser pour une division en fait les Rifins, les Rifins, ceux de l'Atlas, le Moyen Atlas, ceux du Souss. Mais ça remonte aussi en fait parce que le Maroc, il ne faut pas oublier que ça ne date pas longtemps, on a encore cet aspect tribal. Dans le sens où en fait chacun peut-être on agit localement et on pense globalement. Je pense qu'il y a toujours ça, mais l'effet local dépasse ou prime sur le fait global. Mais moi, oui, il y a cette réalité-là qu'il ne faut pas nier. Il y a autre chose. Dans une perspective optimiste aussi, on essaye c'est-à-dire pour pouvoir gagner face à nos adversaires. Je pense que il faut tenir un discours qui soit un discours. Oui, en même temps, on a l'impression qu'il ne pourrait pas y avoir de l'union dans la diversité. Or que c'est possible. C'est possible de s'unir, de garder sa diversité. En quoi il est contradictoire d'être uni pour faire Mazir et en même temps travailler pour sa région, sa tribu? Je suis tout à fait d'accord. Mais malheureusement, à titre personnel, ce que je reproche à beaucoup de militants, c'est que en fait, ils pensent toujours dans cette perspective de ce qu'on appelle le monde arabe, à savoir une espèce d'union monolithique, une union absolue où tout le monde doit être la même chose, où tout le monde doit faire la même chose, où tout le monde doit penser la même chose, alors que ce n'est pas vrai. La Mazirte, oui, mais je suis désolé, chaque région a sa particularité. Et chaque région, ça ne veut pas dire pourtant, je m'appelle Rachid, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres prénoms. J'aime pas les Mouhand, j'aime pas les. Non, chacun a sa particularité, et l'autre, en fait, chacun doit respecter la particularité de l'autre. Et chacun doit faire un pas en avant dans l'intention d'être compris, voilà. Donc, je suis d'accord pour ce slogan-là, qui est l'union de la diversité, dans la diversité, ou la diversité dans l'union. Moi, à titre personnel, c'est une conviction pour moi. D'autres, bien sûr, il y en a d'autres qui pensent comme cela, mais ça reste toujours une pensée qui est. Est-ce que, par exemple, pour le combat, pour votre région, le Rif, je rappelle, vous êtes des Rif, vous sentez qu'il y a les autres Amazirs sont à vos côtés ou pas? Honnêtement, je ne vais pas tenir la langue du bois. Non, je ne pense pas, parce que ça, c'est une preuve flagrante comme quoi chacun pense à sa région. Moi, je ne me bats pas seulement pour le Rif. Attention, moi, je suis Amazir. Je me définis comme un Amazir. Là, c'est une preuve. En fait, là, on a tenu une manifestation dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de militants. C'est malheureux, c'est honteux. C'est honteux parce qu'on considère que c'est une cause qui concerne que les Rifins. Alors qu'il y avait nos militants de Kabylie, ils étaient là, c'est eux qui étaient majoritaires pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les autres Amazirs. Parce qu'ils considèrent que, puisqu'on a mis dans l'affiche en fait, halte aux assassinats, halte aux arrestations, halte à la prédation du Marzin sur le Rif, ils pensaient que ça concernait seulement les Rifins, alors que ce n'est pas vrai. Nous, dans notre déclaration du collectif des Amazirs en France, pendant le rassemblement, ça allait au-delà de ça, parce que je me bats effectivement pour ce qui me concerne, moi en tant que Rachid, mais aussi pour le collectif des Amazirs de France qui se bat pour toutes les causes, que ce soit dans les Mzab, que ce soit dans le Zawad, que ce soit dans le Kabylie, que ce soit dans le Rif, que ce soit dans le Moyen Atlas, que ce soit dans les autres causes quand il le faut. Voilà, mais encore une fois… Alors, ce qui se passe au Rif, donc vous dites qu'il y a des arrestations arbitraires, il y a eu même la mort d'un jeune qui a été arrêté dans un commissariat, et donc les autorités ont diligenté une enquête. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que la région du Rif est traitée différemment des autres régions du Maroc? Ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est la réalité qui le dit, ça c'est l'histoire qui le dit. En fait, la manifestation qu'on a eue samedi dernier, c'est pas une manifestation pour dénoncer seulement cet assassinat, qui est l'assassinat de Karim El-Chkar, qui est un syndicaliste. Malheureux, hein? Voilà, un syndicaliste qui a été tué, assassiné, vraisemblablement par le pouvoir marocain, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est une chose. Mais ça peut être les policiers, ça peut être une erreur. Les témoignages
cette espèce d'hésitation de la part du pouvoir, d'avoir des agents des services de sécurité du Marzan dans le Rif, prouve en fait qu'ils l'ont véritablement tué, comme ils ont assassiné d'autres jeunes en 2011, le 20 février 2011, ils ont assassiné 5 jeunes, ils les ont assassinés, jetés dans une agence bancaire, ils ont brûlé, incendié la banque, et et après, bon, ils ont dit voilà, qu'une fois ils vont faire bon, ils savent tout, mais ils ont dit voilà, pour l'opinion publique, ils ont dit voilà, qu'une fois ils vont procéder à une enquête pour déterminer la responsabilité qui a fait quoi. Et jusqu'à présent, il y a personne, cette responsabilité n'a pas été déterminée. Et d'ailleurs, en fait, les Rifains, ils n'attendent pas en fait à ce qu'on leur dise la vérité. La vérité, ils la connaissent. La vérité, c'est que le Marzan pratique une espèce de prédation sur le Rif, pratique une espèce d'assassinat, d'arrestation des militants, juste parce qu'ils sont militants, juste parce qu'ils sont Rifains. Le Rif subit depuis toujours. Aujourd'hui, dans quel intérêt le Marzan, comme vous dites, ou les autorités vont tuer des jeunes, vont arrêter des gens? Parce qu'ils revendiquent des droits économiques, ils portent des revendications identitaires, politiques, syndicales. Et ça, et dans le Rif, c'est quelque chose de flagrant. On a assassiné dans le 1958 Hassan II, qui était le roi de l'époque, qui était encore prince héritier, et Oufkir, le général Oufkir, qui ont assassiné des Rifains, juste parce qu'ils sont Rifains, juste parce qu'ils se lèvent de demander de faire des revendications, etc. En 1984, à Nador, le 20 février, donc il y avait ce jeune-là, il y avait d'autres, Kamel Hassani aussi qui a été assassiné. Parce que la revendication, c'est revendication. Oui, mais justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses n'ont pas évolué au Maroc? Vous pensez qu'on est toujours au point d'organiser des assassinats, de les masser? Je pense que c'est toujours en cours. La torture, il faut rappeler aussi la torture, qui est un phénomène, une pratique flagrante et courante dans les commissariats et dans le centre de détention au Maroc. Pratiquer la torture pour arracher des aveux. Ça, c'est une pratique qui existe dans tout le Maroc et dans le Rif aussi. Et ce jeune-là qui est décédé, il n'est pas décédé comme ça, il est décédé parce qu'il a été torturé. Il a été torturé et là, on a des preuves flagrantes sur son corps, des coups, des traces de pratiques de torture. Ça, il ne faut pas le nier. Et les organisations internationales, les ONG, Amnesty International, le comité contre... Voilà, les rapports des Nations Unies, les organismes chargés de lutte contre la torture, ils l'ont bien souligné dans leur rapport, comme quoi la pratique est une pratique courante au Maroc et qu'il va falloir en fait penser à éliminer cette pratique-là pour pouvoir en fait avancer en démocratie. Et il faut rappeler aussi que le Maroc après le 11 septembre 2001, en septembre 2001, il a pratiqué la torture pour les États-Unis. C'est-à-dire que ça veut dire en fait que les États-Unis envoyaient des personnes soupçonnées de terrorisme et les envoyaient au Maroc parce que le Maroc est connu pour pratiquer cette torture pour arracher des aveux. Cela, il faut le dire. Moi, je le dis et j'assume ce que je dis parce que c'est... Est-ce que vous êtes avec ceux qui parlent pour l'autonomie du Rif? L'autonomie, pour moi, l'autonomie, c'est quelque chose de tout à fait... l'autonomie, bien sûr, le Rif est une région, il a ses particularités. Le Rif, il faut rappeler, le Rif est la deuxième plate financière au Maroc. Mais où va cet argent-là? Je pense que c'est une grande question à laquelle tout le monde, les Rifains, les militants Rifains, ils ont pu répondre qu'il n'est pas investi sur place. Il n'est pas investi sur place, il est investi ailleurs. La devise, les questions de devise, tout ça, le Rif, que ce soit à tous les titres, économique, politique, et ils ont une particularité. Et donc, je pense que c'est l'avenir de tous les États qui veulent véritablement et sincèrement aller de l'avant. Je pense que l'autonomie, c'est quelque chose de tout à fait... Je pense qu'aujourd'hui même, il y a cette espèce d'autonomie, que ce soit en politique, que ce soit économique. Il y a un projet pour les autonomies des régions au Maroc qu'on ne voit pas encore. Oui, mais j'ai vu un modèle, j'ai vu un extrait de ce projet-là, mais c'est un projet idéologique plutôt. Aujourd'hui, en fait, le modèle qui était aujourd'hui, c'est un modèle qui était aussi un modèle idéologique. Hassan II, après avoir monté sur le trône, après qu'il est devenu roi, pour punir le Rif, il a divisé en deux parties. On a divisé entre la région orientale et la région occidentale, entre le Nador d'un côté et El Hoceima, et il l'a rattaché avec d'autres régions. Ça, c'est typiquement idéologique.
Bon, aujourd'hui, dans le RIF, il y a beaucoup de revendications. Il y a ceux qui veulent carrément pour l'indépendance, il y en a d'autres qui veulent pour l'autonomie. Nous, dans le collectif, dans le collectif des Amazirs en France, on essaye d'accompagner toutes ces volontés-là qui veulent véritablement. Est-ce qu'on n'est pas à un moment, stratégiquement parlant, puisqu'on arrive à un moment du renouveau du Fatah Amazigh, on a parlé tout à l'heure de la Libye, un peu moins peut-être en Algérie, quelques associations tunisiennes, au Maroc la langue a été officialisée. Ce n'est pas plutôt le moment d'aller plus vers ça, vers l'union, pour un peu plus tard parler de la diversité régionale qui doit être sauvegardée dans cette union? Oui, je suis tout à fait, oui, c'est ce qu'on fait. Est-ce que ce n'est pas un peu parasiter ce renouveau amazigh en allant parler des régions, des autonomies? Est-ce que c'est le moment aujourd'hui? La preuve est là. Le collectif des Amazirs en France, le collectif, il est fait de qui? Il est composé par qui? Il est composé par des Amazirs de partout, des Kabyles, des Chaouis, des Rifins. Et d'ailleurs, on attend, et tout le monde est le bienvenu. Tous ceux qui veulent lutter pour véritablement atteindre cette liberté-là, cette émancipation-là, au moins accompagner leurs frères qui sont sur place, ils sont les bienvenus. Non, c'est comme cela. C'est-à-dire, on doit mobiliser tout le monde pour une seule cause, qui est la cause de Tamazirt. Mais effectivement, cette cause, il faut la définir, parce que les gens aujourd'hui, les militants, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, Tamazirt, mais il faut aller au-delà. Il faut définir qu'est-ce que c'est que Tamazirt. Et là, on va savoir effectivement que chacun essaye de développer, ou chacun en fait porte un discours qui est porté sur seulement c'est-à-dire l'environnement qui lui est immédiat. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire, oui, mais encore une fois, ça raconte moi, bien sûr, que ce soit dans le collectif, on lutte pour Imedar. On lutte pour Imedar parce qu'on voit que là-bas, il y a une espèce d'exploitation de l'humain, exploitation de la nature, la pollution de la nature, cette espèce de capitalisme sauvage qui est pratiqué sur c'est des populations pauvres, populations démunies, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour lutter contre des multinationales, contre une compagnie métallurgique des médailles qui appartient au holding royal. Là, on se porte volontaire parce que c'est pas seulement parce qu'ils sont amazirs, mais parce qu'ils sont des humains, parce qu'ils veulent des soutiens de la part de tous les Amazirs, quels qu'elles soient. Et d'ailleurs, de la part de tous les militants qui se pensent être véritablement des militants qui portent véritablement des valeurs qui sont les valeurs de liberté. Et je pense que ça doit concerner tout le monde, y compris le collectif des Amazirs en France. Deux petites questions. D'abord, tout le monde s'accorde à dire au Maroc, quand je parle avec les Marocains, ils disent, en comparaison avec Hassan II, ce roi a fait quand même des changements positifs, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Vous dites quoi, vous? Là c'est un leurre en fait. Oui et non. Oui, Hassan II, Mohamed VI, Mohamed VI. Mais il faut, je conseille tous ceux qui tiennent ce discours-là, qu'ils lisent un peu. Parce qu'ils ne lisent pas en fait ce que dit la littérature marocaine, la littérature faite par des Marocains. Non, qu'ils aillent lire d'autres livres, d'autres ressources, d'autres références qui parlent véritablement du Maroc. Le Maroc officiel, ce n'est pas le Maroc réel. Et il faut lire les livres, il faut voir comment ça se passe à l'intérieur, il faut voir comment les mécanismes, le fonctionnement de l'État marocain, voir comment la distribution des richesses, les richesses elles sont détenues par qui. Là, à ce moment-là, on se rend compte qu'on se trompe. Moi aussi, je pensais que c'était comme ça. Au départ, oui. Au départ, qu'est-ce qu'on nous disait? Le roi des pauvres, alors que, bon, il n'a rien à voir avec le pauvre. Le roi des pauvres, ça c'est juste un slogan politico-politicien pour embellir cette image-là, etc. Mais je ne pense pas que… Moi aussi, j'étais dans cette pensée-là. Au fur et à mesure, j'ai changé ma pensée parce que j'ai évolué et je me suis rendu compte que la réalité est tout autre et que la réalité, il faut vraiment que… Très bien. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la maltraitance des immigrants du Sahel dans tout le Maghreb, Tamazra, au Maroc, en Algérie, sont vraiment maltraités? Des immigrants du Sahel, ceux qui arrivent du Niger, qui veulent passer en Europe, qui sont arrêtés en Algérie, au Maroc. On parle de beaucoup de femmes, notamment violées, en attendant de venir peut-être en Europe. Vous pensez quoi de ça? Qu'est-ce que je pense? Ma pensée doit être comme la pensée de tous ceux qui luttent pour la dignité humaine. Vous comprenez qu'ils soient aussi maltraités que ça en Tamazra? Oui, ils subissent en fait une espèce de racisme au Maroc, par exemple. Au Maroc, je pense qu'en Algérie, pareil. Et parce qu'ils sont d'abord, en fait, au Maroc, ou que ce soit au Maroc, dans la région, toute la région, on se pense comment? La littérature officielle dit nous faisons partie du Maghreb arabe, ou nous faisons partie du monde arabe. Mais on n'a jamais cité en fait qu'on fait partie de l'Afrique. On est des Africains. Et nos Africains, il y a aussi des Berbères qui sont noirs. Et je pense que ce qui se passe,
j'ai vu pas mal de documentaires, j'ai vu pas mal de témoignages des Sénégalais et des Guinéens, etc., qui témoignent d'une culture, de cette culture-là, culture de racisme, qui est une culture courante au Maroc, parce que tout simplement parce qu'ils sont pas d'abord, ils sont pas des Marocains, et ensuite ils ont la peau blanche, la peau noire. Donc oui. Et les États ne font rien aussi pour les protéger? S'ils font rien, oui. En fait, mais la responsabilité, c'est pas seulement. Bon, il faut dire les choses honnêtement. C'est pas seulement le Maroc parce que le Maroc, je dis le Maroc parce que c'est là qu'il passe en fait vers l'Europe. C'est à travers Ceuta, à travers Melilla, voilà, qu'il passe, qu'il brûle les frontières pour aller atteindre l'Eldorado qu'ils veulent, c'est-à-dire l'Europe. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État marocain, même si cette responsabilité est grande, mais aussi il y a la responsabilité de l'Europe qui leur ferme les frontières. Et donc il les pousse en fait à emprunter des chemins qui sont des chemins dangereux, à savoir celle, par exemple, de l'immigration illégale c'est-à-dire par la mer. Et là, donc, il rencontre des dangers, soit c'est-à-dire pour la vie ou pour la mort. Mais aussi c'est-à-dire à la frontière avec la Ceuta, qui est une ville amazigh rifane et qui aujourd'hui est colonisée par les Espagnols. Là aussi, j'ai vu de mes propres yeux des pratiques de la part des policiers, que ce soit des Marocains ou que ce soit des Espagnols, des pratiques. À la limite, les Espagnols sont plus humains que le Marzan marocain, parce que le Marzan marocain, que ce soit vis-à-vis de ces immigrants illégaux, ou que ce soit envers leurs citoyens, ils ont les mêmes pratiques, à savoir celle de la brutalité, je ne pense pas que eux-mêmes ils veulent ça, mais c'est quelque chose en fait, c'est des ordres en fait. Ils sont que là, ils ne sont que des exécutants. Mais pour dire les choses plus on va dire. Je dirais que c'est une problématique globale, c'est une problématique complexe. On ne peut pas dire voilà la responsabilité de l'un ou de l'autre. C'est une responsabilité sur ce qu'on appelle la mondialisation. Déjà, ce qu'on appelle l'exploitation. Je voulais parler surtout du racisme. Oui, le racisme est une pratique, est une pratique courante vis-à-vis des immigrants illégaux, des Africains, ce qu'on appelle les Africains, alors que nous aussi, nous sommes des Africains subsahariens. Voilà. تنميرت رشيد تنميرتي نش تنميرت الطاس تنميرتي يكون دي قيمنا يدنا قيمته تروحوا ثارم بعد ذلل هدو على غرون ذو خميس